Nous avons l'occasion, Madame la sénatrice, de nous rencontrer régulièrement dans le cadre de nos missions, je dirais, du PLFSS, de l'ONDAM. Et c'est vrai que j'apprécie toujours d'échanger avec vous parce que vous avez une vision qui est forte, qui est directe et qui est assez tranchée. Voilà, c'est vrai on imagine un peu le Sénat comme, je dirais, une mission un peu feutrée, mais vous avez réagi assez violemment sur le tour de passe-passe peut-être de l'ONDAM, avec une première lecture, une deuxième lecture, et puis voilà. Donc j'aimerais qu'on évoque tous ces petits problèmes de fonctionnement, toutes les revendications que vous portez, votre vision sur les GHT, votre vision sur le plan hôpital, mais version 2. Voilà, parce qu'on se sent non seulement exclu, mais totalement marginalisé. Donc on a un petit peu une difficulté et une volonté voilà, de vous entendre parce que vous avez de belles choses à nous dire. Et votre rapport et les rapports que vous publiez régulièrement font état, je dirais, de ces dysfonctionnements, non pas de l'État, mais de fonctionnement de système de santé. Voilà, puis la parole est libre. Vous n'êtes ni filmé, ni enregistré. Vous pouvez dire ce que vous voulez. C'est totalement libre. Oui, merci de m'avoir invité et en effet de permettre au Sénat et à travers moi de s'exprimer. On est souvent en effet un petit peu caricaturé comme une chambre un peu molle, si je puis dire. Et en fait, à la Commission des affaires sociales, sous la présidence d'Amilan, c'est vrai que depuis plusieurs années, on s'intéresse à des sujets qui sont ceux de l'organisation des soins. On vient de faire un rapport sur l'ONDAM et à chaque PLFSS, on essaie en effet d'imprimer notre marque. Alors, le dernier PLFSS, il a été en effet particulier puisqu'on a commencé un examen alors qu'on nous annonçait qu'il y aurait avec un ONDAM hospitalier fixé, alors qu'on nous annonçait qu'il y aurait des mesures qui seraient faites soit par la ministre de la Santé, soit par le président de la République. Donc, on a malgré tout commencé à examiner la première partie, sachant que lorsqu'on arriverait à l'ONDAM, on serait vraiment sur un ONDAM tel qu'annoncé qui ne correspondait pas à la réalité. Et puis le jeudi, le président Macron à Reims a dit le Premier ministre le 20 va annoncer des mesures. Donc, on a stoppé là l'examen du texte. Et en effet, on a attendu les mesures du 20 novembre. Alors ces mesures, certes, elles sont mieux que celles qui étaient en première lecture, puisque l'ONDAM a progressé, mais néanmoins, par rapport à la situation des hôpitaux et des établissements que l'on constatait, dénoncer, c'est un mot qui serait injuste par rapport au gouvernement actuel, puisque ce n'est pas une situation qui est nouvelle, mais qui s'est au fil du temps aggravée. Mais ce que l'on constatait, on s'est dit que les mesures annoncées, même si elles étaient mieux que la première mouture, était en dessous. Lorsqu'on annonce un relèvement de l'ONDAM et qu'on a un tendanciel qui est beaucoup plus élevé que ça, on savait que les mesures, elles ne seraient que homéopathiques, n'en déplaise aux homéopathes qui pourraient être dans la salle. Donc, on a dénoncé cette façon de travailler sur ce texte, et c'est vraiment la première fois que cela arrivait. Bon, néanmoins, il va maintenant falloir regarder vers l'avenir et voir comment va s'organiser. Concernant l'hôpital, il y a certes des besoins financiers majeurs, importants, des besoins de revalorisation sûrement pour les personnels, mais le côté de l'appliquer qu'en Île-de-France, tel que ça a été présenté, c'était quand même compliqué quand on voit, nous, élus locaux, dans nos départements, les situations de certains établissements. Donc il va falloir une remise à plat, sûrement une remise dans la gouvernance des médecins, dans la gouvernance. La loi HPST avait éliminé un peu le médecin de la gouvernance, ça ne nous semble pas bon. Donc on va faire des propositions dans les semaines et les mois qui viennent. Effectivement, la mesure sur l'Île-de-France, on l'a mesurée, on l'a reçue comme un peu une provocation. Une provocation parce qu'on peut, bien sûr qu'il y a une complémentarité publique-privée, bien sûr qu'on travaille ensemble, mais il y a quand même aussi une compétition, il y a aussi une concurrence. Et il y a 240 établissements privés sur l'Île-de-France, 240. Et qui, d'un côté, vont devoir regarder les mesures sociales à la PHP, on va dire pour simplifier, et de 800 € par salarié soignant et soignante, et de l'autre côté, zéro. Ça va créer une difficulté. Donc là-dessus, c'est vrai que, et peut-être qu'il faudra évoluer sur ce territoire, parce qu'on ne peut pas garder cette dichotomie de traitement. Les GHT,
vous souhaitez les renommer. Alors, les GHT, on a fait en effet, avant l'examen de la loi santé en juillet au Sénat, on a souhaité faire un bilan assez rapide, hein. On a fait plusieurs auditions, on a fait 2 déplacements, un dans la Meuse, en Seine-Saint-Denis, on a fait pas mal d'auditions pour voir où on en était par rapport aux mesures qui avaient été prises au fil des dernières lois santé, notamment la loi de Marisol Touraine, avec les communautés professionnelles territoriales de santé, les CPTS, les plateformes territoriales d'appui, on est vraiment toujours dans des cycles importants, et les GHT. Concernant les GHT, ce que l'on s'est aperçu, mais c'était une remarque que vous aviez faite, on a repris un peu, c'est vous qui avez la paternité de la terminologie qu'on a donnée, on s'est rendu compte qu'on était plus, non pas sur des groupements hospitaliers de territoire, mais des groupements des hôpitaux publics sur les territoires, et qu'il y avait une grande hétérogénéité de ces GHT. Bon, ils ont tous été constitués, puisque c'est obligatoire, il en reste une petite dizaine qui est dérogatoire. On a vu qu'il y avait des différences importantes. Certains sont assez volumineux, d'autres le sont moins. C'est très différent selon les territoires où l'hôpital support est un CHU par rapport à d'autres où il n'y a pas de CHU. Parfois, alors ça a été beaucoup sur la mise en commun des moyens, ce qui n'est pas sans poser des difficultés à des petits hôpitaux quand il s'est fallu de se conformer à des politiques d'achat groupées. On a eu un exemple un peu pratique la semaine dernière de la sénatrice de Lande qui expliquait que dans l'hôpital d'Argentan, ils étaient obligés d'acheter le pain à une distance importante, alors qu'avant, ils fournissaient le pain par le boulanger local. Ça, c'est un détail, mais ça traduit bien un petit peu les difficultés que certains... Et puis certains se sentent en disant, mais l'hôpital support va tout absorber. Donc, il y a une grande hétérogénéité et des périmètres qui sont parfois peu justes. Mais on n'a pas souhaité une remise à plat globale, mais en disant il y a peut-être des territoires où on peut adapter le périmètre. Voilà, effectivement, vous faisiez allusion à la dénomination que nous souhaiterions voir, c'est le GHT se faire transformer en GHP, groupement hospitalier public, avec le P de public et le P de privé. Et que l'on puisse nous aussi être autorisés à mener ces GHT ou à la créer. Parce qu'on s'est aperçu, et c'était notre crainte au départ, même si j'étais... Et vous savez l'affection que je porte à l'ancienne ministre de la Santé, j'étais plutôt favorable à la création des GHT et des CPTS. Mais sur les GHT, il se passe ce que nous redoutions à 2 niveaux. Le premier, c'est, je dirais, l'aide quelquefois éhontée qui est donnée à ces GHT sur les territoires, notamment sur le système d'information ou sur la restructuration. Pour caricaturer, ils ont des fonds, des financements pour se parler. Pour se parler. On aimerait bien aussi avoir des fonds pour se parler et bâtir un projet de territoire. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est sur les autorisations. Les autorisations, on sent un glissement et ce glissement-là, pour nous, est extrêmement anxiogène car le seul patrimoine que nous avons dans nos structures, au-delà bien sûr de la qualité médicale, ce sont les autorisations. Et si l'autorisation venait à être donnée à un GHT, à une entité, ce serait pour nous la fin de l'hospitalisation dans la mesure où chacun pourrait faire ce qu'il veut, où il veut. Et ça, on ne peut pas parce qu'on est contraint par des normes. Donc je compte sur vous pour vraiment que l'on puisse encadrer cette dérive et que l'on puisse, nous, accéder à cette possibilité de créer des GHT parce que nous l'avons fait déjà, nous sommes structurés en groupes de régions, nationaux, et même s'il n'y a pas un actionnariat qui est commun ou identique, on peut le privé, on peut se parler et trouver des points de convergence. Donc pour nous, c'est un dossier sensible, d'actualité, et on ne voudrait pas qu'il y ait de dérive. Également sur les CPTS, bien sûr, on n'avait peut-être pas imaginé un tel financement. Je ne sais pas si dans la salle on le sait, les CPTS, c'est à peu près entre 80 et 100 membres. Moi, au début, je me disais, ce sera une communauté de médecins. Non, sur 100, 120 membres, il y a 10 à 12 médecins. Il y a des pharmaciens, des infirmiers, des kinés, et ça prend en charge des populations. Sauf que le diable étant dans le détail, c'est le financement. Quand nous, on est content avec 0,2 ou 0,5 de hausse de tarif après avoir 10 ans de baisse, on s'aperçoit que de l'autre côté, les CPTS sont financés à hauteur de 350 000 € par CPTS, et ils en prévoient 1000. Ça fait 350 millions d'euros, ça nous ferait pratiquement 2% d'augmentation de tarifs. Alors on se dit quelque part, voilà, il y a des fonds de financement, pourquoi sommes-nous exclus? Donc quelle est votre aide, votre vision sur cette différence de traitement entre le public, le privé et la volonté de créer du lien?
Quand on a regardé les CPTS, ce que l'on s'est aperçu, alors qu'au départ, moi j'avais plutôt un avis un peu défavorable en disant c'est encore un machin que l'on nous met dans le dispositif, on s'est aperçu en fait que sur certains territoires, c'était un bon outil à la condition qu'il soit à la main des professionnels et que ce ne soit pas l'ARS qui définisse les réglementations et que l'ARS soit facilitateur et non pas dirigiste sur les CPTS. Ça permet aussi d'intégrer, vous l'avez dit, il n'y a pas que des médecins, d'autres professionnels, voire des professionnels de santé qui seraient en exercice isolé, le terme est un peu faux parce qu'un médecin ne travaille jamais tout seul, mais qui ne serait pas forcément dans un pôle santé, dans une maison de santé ou même en ESP, avec une limite sur le médico-social et les plateformes territoriales d'appui qui sont trop compliquées. Après, c'est vrai qu'elles ont besoin, parce que beaucoup étaient financés jusqu'ici par le Fonds d'investissement régional, elles ont besoin de fonds, parce qu'une CPTS, c'est pas une maison de santé puissance 10, c'est vraiment une organisation populationnelle de la prise en charge de la population du territoire. Donc, elles ont eu des besoins en coordination. Il leur faut de la coordination, parce que sinon, les médecins, notamment, n'iront pas en disant ça va être encore un truc chronophage. Ils ont déjà du mal à aller jusqu'à la maison de santé. Donc ça, mais ce qui est vrai, et c'est ce que vous dénoncez, là où on trouve de l'argent pour ce fonctionnement, qu'on peut entendre, en même temps, on bloque d'autres catégories qui correspondent aux mêmes besoins. Et Pascal Perrineau l'a bien dit, à ce que représente pour les territoires la présence des établissements de santé privés comme des médecins libéraux. Moi, à la région des Pays de la Loire, j'ai en charge la santé et on l'a mis dans l'aménagement du territoire. Elle répond à cette commission-là parce qu'on a voulu, en effet, nous, accompagner les élus, puisqu'on n'a pas compétence santé, aussi aux modifications de l'exercice médical, parce que des maires voulaient toujours, certains, garder leur médecin. On leur a dit, c'est fini ça, ne rêvez plus, vous ne l'aurez plus. Donc travaillez avec les professionnels de santé pour, à l'échelle de votre petit territoire, voir ce qui va mieux. Mais faites-le en mettant tous les acteurs dedans, à la fois le privé, les cliniques. On a même aidé parfois des centres de santé parce qu'il n'y avait pas d'offre libérale sur le secteur. Mais il ne faut pas avoir de tabou dans la réflexion. Il faut vraiment faire que tout le monde se parle et arrêter ce cloisonnement, parce qu'il y a des endroits où c'est bien décloisonné. Moi, on m'a cité hier un hôpital à Saint-Amand-Montrond, le secteur où clinique privée et hôpital travaillent vraiment main dans la main. Vous avez cité l'expérience avortée de rachat de l'hôpital de mon département par une société privée. Bon. Quel était votre avis sur ce rachat ? Bon, je ne suis pas rentrée vraiment dans le dossier, sauf que c'était un hôpital local qui coûtait très cher. 60 millions d'euros, 20 millions d'euros de déficit. Qui coûtait très cher, qui avait une partie EHPAD, donc qui dépendait du département. Le conseil départemental était favorable à l'offre privée parce qu'elle garantissait qu'il ne serait pas obligé à un moment de mettre la main à la poche pour pallier le déficit. Donc, moi, je faisais assez confiance aux élus locaux du département. L'ARS était plutôt aussi favorable puisqu'elle avait lancé un appel d'offres. Mais le problème, c'est que la décision de la ministre, elle est tombée en plein moment où déjà elle se faisait un peu chahuter. Et moi, je ne voyais pas comment elle irait à une décision qui serait celle de donner le choix au privé. Pour ma part, je le regrette. Merci pour votre franchise, parce que, effectivement, pour ceux qui ne le savent pas, c'était un hôpital local de proximité, on va dire. 60 millions d'euros de budget, ça nous fait rêver. Nous, quand on a une clinique qui fait 60 millions d'euros de budget, c'est déjà une grosse clinique. Et puis, en soins de suite ou en psychiatrie, lorsqu'on est à 6, 7 ou 8 millions d'euros, on est déjà un beau centre. 60 millions d'euros, 20 millions d'euros de déficit. Le groupe, qui est Elena, et que je salue pour leur courage, parce qu'il faut du courage, s'engageait à reprendre le déficit et, je dirais, à apurer les comptes. Ça n'a pas été le choix de la ministre, qui l'a donné à l'hôpital de Nantes, qui ne reprendra pas le déficit. Il ne reprendra pas le déficit. Donc on va continuer dans cette erreur de gestion, dans cette difficulté, et je le regrette, mais comme je dis toujours, ce sont nos martyrs qui font que demain, on pourra avoir cette possibilité de reprendre des hôpitaux de proximité ou des hôpitaux généraux. Et en tout cas, merci pour votre vision, surtout que vous étiez concerné. Pourriez-vous lever un peu le voile sur les sujets 2020 que vous allez traiter, soit en commission des affaires sociales du Sénat, soit de l'AMEX? Et j'en profite pour effectivement saluer notre président Alain Milon, qui est un partenaire régulier de nos travaux. Le bilan des travaux jusqu'en juin, parce qu'on va s'arrêter en juin en fait, après le renouvellement sénatorial, et sans doute qu'on ne siégera pas en juillet parce que l'Assemblée ne siégera pas.
Pour l'instant, le programme des travaux par le bureau de la commission n'est pas fixé. On sait qu'on va avoir un gros moment qui va être celui des retraites, puisque ça dépend de notre commission. Donc on va déjà attaquer ce texte sur les retraites, et on a également la loi de bioéthique. Concernant les sujets sur lesquels on a travaillé, on a fait un rapport sur l'ONDAM. On souhaite, et j'en ai discuté hier avec mon collègue Savary, on souhaite creuser un peu la piste de l'ORDAM. Hein, on l'a évoqué dans le sujet, mais on n'avait pas pris de position définitive. Mais si on va vers un ORDAM, donc un objectif régional, ça passe aussi quand même par une réflexion sur la gouvernance. Et lors de la loi santé, le président Milon avait quand même dit l'ARS devrait être très proche du président de région. Hein, que ce soit le président de région qui pourquoi pas, nomme pour la même durée du mandat l'ARS. Mais c'est un bouleversement total, hein, c'est-à-dire qu'on est plus sur une décentralisation qui n'existe plus, en fait, où on est plutôt vers une recentralisation. Donc on souhaite travailler sur ce sujet-là, et on avait fait un rapport aussi sur l'accès précoce à l'innovation en matière de médicaments. On souhaite aussi travailler sur les produits de santé, parce que c'est un sujet très vaste. À chaque PLFSS, on nous met un peu des clauses de sauvegarde, des référencements et autres qui font monter au créneau toutes les industries du produit de santé. Donc moi, j'aimerais bien qu'on travaille sur ce sujet. Alors, sur l'ORDAM, pourquoi pas, mais ici, si c'est à la main des ARS, on voit la difficulté qu'ont les ARS, et je suis extrêmement feutré en disant ça, c'est-à-dire que les ARS vont avoir tendance, et je le dis et je l'écris, à toujours favoriser celui qui est peut-être en difficulté ou celui qui a le plus de besoins, service public. Et on s'aperçoit que tant les autorisations d'équipements lourds, les autorisations d'activité et les FIR, les fonds d'intervention régionaux, sont donnés à 98% au public. Donc si aujourd'hui, demain, ils ont un ORDAM, moi je demande qu'il y ait une contractualisation avec les fédérations régionales. Que les fédérations régionales qui maillent le territoire soient impliquées et apposent une signature. Parce que lorsqu'on cherche une signature des fédérations, c'était le cas auparavant sur les campagnes tarifaires il y a une quinzaine d'années, on devait signer l'engagement, je dirais, qui nous était proposé par, à l'époque, c'était les ARH. Donc oui, la contractualisation, je pense qu'il faut y aller et qu'on soit partie prenante. On ne peut pas continuer à avoir les ARS, alors dans votre région, le directeur d'ARS a été courageux, c'est Jean-Jacques Coiplet. Hein, il a été courageux d'ouvrir l'appel d'offres de reprise au privé, mais ce n'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. Et on ne peut pas se baser sur l'intuitu personnel, c'est-à-dire que la personne, le DG d'ARS, qui sont tous des personnes extrêmement qualifiées, compétentes et en service public, sauf qu'ils sont aux ordres du ministère, aux ordres d'une DGOS. Et lorsqu'on a des ordres, eh bien on doit les appliquer parce qu'eux aussi, ils ont des comptes à rendre et chaque mercredi, ils peuvent être révoqués par le Conseil des ministres. Alors c'est compliqué. Donc ils ne sont pas libres. Donc si vous donnez la liberté, il faut qu'il y ait un contre-pouvoir en région et que les fédérations régionales, qui sont le maillage parfait du territoire, parce que chaque président de région, que ce soit public, privé ou associatif, connaît son établissement, ses difficultés et peut œuvrer pour avoir une équité. C'est ce que l'on recherche. Oui, c'est vrai que les observations que vous avez faites, c'est ce qui nous avait un peu freiné. On nous a dit, ah, mais si vous régionalisez, vous allez voir, ça va être il y aura plus aucune réorganisation des hôpitaux parce que chaque élu ira voir le président de région en réclamant qu'on ne touche pas à son hôpital rural, qu'on ne touche pas à sa maternité et autres. Et finalement, ce ne sera pas forcément bien. Mais s'il y a cette vraie concertation, et c'est à cette condition-là qu'il faut aller plus loin dans la décentralisation. D'ailleurs, on a mis dans notre rapport aux grandes dames des syndicats de médecins qu'il fallait que les fédérations hospitalières soient associées aux négociations conventionnelles. Donc, il faut à ce moment-là qu'il y ait des règles claires qui soient données, mais qu'elles soient les mêmes pour tous. Il faut arrêter ce côté un peu archaïque de dire le privé c'est ci et l'hôpital c'est bien le privé, mais non, ce n'est que du lucratif. C'est faux, on le voit bien sur nos territoires. Et d'ailleurs, si on ne va pas clairement en disant non, c'est pas ça que l'on veut, ce double langage, il faut le mettre en pratique, parce que sinon, autant à ce moment-là, tout nationaliser. Hein, si on ne veut pas donner les moyens, c'est une fausse liberté. Et nous, on s'est vraiment appliqué en région à avoir vraiment le côté à la fois
libéral, protéger au maximum l'exercice libéral, mais ne pas se fermer au centre de santé lorsqu'il n'y avait pas d'offre libérale, à condition qu'ils participent à la permanence des soins, qu'ils soient en équilibre et qu'ils soient en exercice pluriprofessionnel. C'est vrai, Madame la sénatrice, que vous avez repris notre demande de pouvoir participer aux négociations conventionnelles. C'est pas pour contrôler les honoraires des médecins. C'est pas le débat. Et puis c'est vrai que ça m'a valu quelques discussions avec le directeur qui comprenait pas notre demande. Mais la technologie évolue de telle manière, la robotisation évolue de telle manière, les coûts engendrés par cette robotique ne nous permettent pas, de manière équitable, à acheter, à acquérir ces appareils-là. Et la nomenclature aujourd'hui est obsolète, il y a 8000 actes, et pour refaire, je dirais, une vision plus simpliste, ça prendra 30 ans. On n'a pas le temps. On doit intégrer la chirurgie robotisée, ça doit être indexé sur les honoraires des médecins et également notre tarification. C'est pour cela que nous souhaitons être à la table des négociations, ou du moins en marge, mais qu'on puisse participer. Parce qu'on est trop souvent mis de côté, et c'est notre drame, je dirais, ou notre difficulté. On compte sur nous, on est les bons éléments, mais on n'a pas accès à cette signature. Et quand il y a une signature, eh bien, ça engage les deux parties. Oui, c'est ce qu'on a vu. Alors, c'est vrai que les syndicats étaient opposés en disant mais nos négociations, c'est nous. Mais d'un autre côté, ça a une telle répercussion sur ensuite les fonctionnements des établissements qu'il nous a semblé logique qu'on puisse le mettre. Après, est-ce que ce sera accepté Est-ce que ce sera accepté? Est-ce que ça va se traduire dans les faits? Je n'en sais rien, mais nos propositions, elles sont là pour alimenter le débat, et quand on peut, on les ressort à chaque PLFSS ou à chaque texte. On essaie de remettre un peu sur la table les propositions que l'on fait. Écoutez, moi je reprends souvent une phrase de Victor Hugo qui disait que l'utopie d'aujourd'hui est la réalité de demain. Donc c'est pour ça qu'on y croit et qu'on est positif. Je vois Marie qui se rapproche. Donc Madame la sénatrice, je vais vous remercier pour votre témoignage et surtout votre action. Merci. Votre action et vos mots directs. Merci beaucoup.